mais l'histoire de Total qui va être construit au 5 mètres du bassin du lac Victoria, c'est une équipe importante sous son nom, dont dépendent 40 millions. Invested in renewable energy in their own countries. The climate crisis was not caused by countries like mine, but by countries like France. Une chance à cette France que nous aimons, la France des Français. Je voudrais la liberté égale. Ça va être donné. Ah, c'est ça pour que je te vois. Madame. Ça va les petits loups? Bon, top. Alors vous avez vu l'héroïne, hein? Elle a fait un boulot formidable. Je suis bien informé. Ça va Jean-Luc? Bon, alors pourquoi vous êtes comme ça, comme des piquets là? Ah, t'as mis un beau chapeau toi aussi? C'est ça. Salut, ça va? Bon alors, qu'est-ce que vous me voulez? J'avais pas vu ce mur. Salut Scalp, ça va? Bonjour Monsieur Mélenchon, on voit que Messieurs, sur dames. les marches climat, il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisés sur cette cause, Oui. mais ils ne voient pas forcément en les politiques, en la politique, Oui. une solution. Vous leur dites quoi aujourd'hui? Ah, bah si, justement, il n'y a pas d'autre solution que politique. Ça suffira pas que les gens se tiennent bien, fassent attention à ceci et fassent attention à cela. C'est les politiques générales qu'il faut changer. Alors les changer pour produire dans des conditions, échanger dans des conditions, consommer dans des conditions qui ne détruisent pas la planète. Donc c'est un peu comme le Don't Look Up. C'est pas un individu tout seul qui arrête un météorite. Hein. Donc là, c'est pareil. Et surtout, maintenant, il faut plus que jamais faire de la politique parce que le système capitaliste fait la démonstration qu'il n'est pas capable de se corriger. C'est-à-dire que non seulement c'est pas son sujet, mais il s'engraisse, il se nourrit des désastres qu'il provoque, y compris dans le domaine écologique. Parce qu'il détruit, puis ensuite, il dit je suis là pour réparer si vous voulez. Et il répare avec des méthodes qui elles-mêmes détruisent à leur tour. Donc les jeunes gens doivent, s'ils sont sensibles et ils ont compris que c'est la question numéro un, parce que je dis numéro un, c'est pas pour relativiser les autres, c'est pour dire que si la planète est détruite, on ne discutera de plus rien, quoi. Aucune discussion n'a de sens. Donc s'ils ont compris ça, ils doivent comprendre que c'est politique. Et donc regarder dans les programmes ce qui leur paraît être à la hauteur des circonstances. Vous voyez, je suis sympa, je ne dis pas que c'est y a que le mien qui répond, ce qui est pourtant la vérité, mais ils doivent faire ça, regarder, parce que je crois que tous les partis aujourd'hui se disent écologistes. Je connais personne qui dit non, moi je m'en fous. C'est pas vrai. Mais après, les solutions que chacun apporte, est-ce que c'est les bonnes? Est-ce que certaines solutions ne sont pas pires que la situation actuelle? Voilà. Non, c'est un bon moment de prise de conscience. Il y a certains de vos concurrents à gauche qui sont aussi dans Oui. le cortège. C'est vous le candidat écologiste efficace aujourd'hui? Non, moi je suis un humble passant qui chemine sous un chapeau ondulé, voilà. Non, je pense que chacun dit ce qu'il a à dire. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense avoir un bon programme, bien construit, sérieux, organisé, chiffré, avec un concept, la planification écologique, qui au début faisait un petit peu des grises mines autour, mais maintenant tout le monde a compris que ça veut dire prévoir, organiser, à l'avance. Donc voilà, moi je mets ça sur la table, ils mettent ce qu'ils veulent sur la table, et puis après c'est le souverain, les gens avec leur bulletin de vote qui font la décision. Est-ce que votre programme est un peu bousculé peut-être par la crise en Ukraine Ah non, il est favorisé par la crise en Ukraine. Tout ce que je raconte est favorisé par cette situation. Pourquoi? Parce que géopolitiquement, je ne me suis pas trompé. Je leur dis depuis 10 ans qu'il y avait une ligne rouge et qu'enfoncer les Russes dans leur paranoïa, ça finirait par mal tourner, et ça a très mal tourné, et la Russie vient de prendre une décision qui nous ramène 70 ans en arrière, les combats entre grandes puissances sur le continent européen. Alors ça, donc, ça vérifie que je ne me trompe pas trop dans mes diagnostics politiques. Alors ça, d'une part. D'autre part, le fait que le nucléaire civil est aussi un enjeu militaire, alors maintenant ça va, tout le monde a compris. Je vous rappelle qu'il y a peu, on s'était moqué de moi parce que j'avais dit qu'on pourrait depuis l'espace bloquer une centrale nucléaire à terre. Hein.
Et ça voulait dire que le nucléaire civil est un enjeu des guerres. Donc il va falloir y trouver des réponses. Lundi, je participe à une émission, sans doute que je dirai des choses là-dessus, etc. Donc non, je trouve que cette situation illustre le niveau des réponses que j'y apporte. Encore une fois, je ne dis pas que je suis le seul, mais je dis que du moins j'y ai pensé avant. Du moins les choses sont organisées. Du moins je sais où je vais. Voilà. Monsieur Mélenchon, il y a des médias américains qui sont en train de dire que les Russes sont sur le point d'utiliser des armes chimiques en Ukraine sur la foi des renseignements américains et européens. Il faut les prendre au sérieux parce que la dernière fois, les militaires, disons que nous, les Français en général, nous n'avons pas cru aux alertes des Nord-Américains. Et on a eu tort, parce que c'était eux qui avaient raison et pas les nôtres. Moi, je m'étais appuyé sur les déclarations ici en France et sur celles du président Zelensky. Alors, ça ne me fait pas avaler tout rond toute la propagande de guerre. Je vois bien que la découverte d'usines de guerre bactériologique n'a pas trop arrangé la réputation des uns. Ce n'est pas une raison pour aller en créer avec les autres. Alors, je pense que si c'est vrai, c'est très grave. Et à nouveau, ça prouve une chose. C'était l'importance du traité de 1993, sur lequel je suis revenu à plusieurs reprises. Et je vous rappelle, dans le cadre de la guerre de Syrie, j'avais rappelé que depuis 1993, la guerre chimique était interdite et tout le monde avait signé, inclus les Nord-Américains, qui depuis n'ont pas fermé une seule de leurs usines. Alors est-ce que les Russes ont continué? Je ne le sais pas. Mais si les Américains le disent, il faut que cette fois-ci on prenne l'alerte au sérieux parce que... Alors c'est très grave. Et j'espère que M. Poutine ne franchira pas cette limite parce que, alors par-dessus le marché, le retour à la guerre chimique... Et s'il le franchit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors écoutez, nous verrons, d'accord, et je ne suis pas pour, moi, improviser des réponses sur un coin de trottoir. Ce serait d'une gravité exceptionnelle et qui est de nature à déclencher un niveau de riposte lui aussi exceptionnel. Donc on ne joue pas avec ça, on ne s'amuse pas, ce n'est pas un sujet de rigolade, c'est un sujet d'une gravité totale. Hein, parce que ce soit de la guerre bactériologique, de la guerre chimique ou de la guerre en détruisant des centrales nucléaires, vu le sens du vent et de la rotation de la Terre, c'est pour tout le monde tout le long du chemin. Donc ce n'est pas une agression dont on pourrait dire elle est géographiquement limitée à un conflit. Dans ce cas-là, ça n'existe pas. Non, ça serait vraiment d'une gravité extraordinaire. Et il faudra y faire face. Je suppose, j'espère, que cette fois-ci, ceux qui pensent que ça pourrait se produire ont réalisé et réfléchi à ce qu'ils allaient faire après si ça se produit. Et ce qui serait encore mieux, c'est de faire avant, pour que ça ne se produise pas. Mais vous dire quoi, moi, voilà, je n'ai aucun des instruments de connaissance et de communication que le président de la République a. Vladimir Poutine et le chancelier allemand, il est en train de s'entretenir au téléphone. Qu'est-ce que vous souhaitez de cette discussion? Qu'elle réussisse. Qui que ce soit qui s'interpose, il faut que ça réussisse. Et là, je dirais toutes sortes d'autres disputes baissent d'un cran. Parce que c'est trop grave. S'il y a un enchaînement, je le rappelle que beaucoup de gens s'étaient presque fait à l'idée que bon, puisqu'il n'y aura pas de couloir aérien, d'interdiction, puisque, il n'y avait qu'à attendre que la guerre finisse. Non, nous sommes tous les jours, chaque matin qui se lève, nous sommes à une feuille de cigarette d'un conflit total. Parce que n'importe quelle provocation peut y conduire, hein, dans n'importe quel camp. Et donc, il faut absolument que les intermédiations réussissent. Et si le président Macron y parvient, eh bien, ce sera parfait. Si c'est le gouvernement de M. Erdogan que je ne supporte pas, eh bien, ce sera parfait. Ou celui d'Israël, ou qui on voudra, pourvu que ça marche et qu'on arrive à arrêter l'escalade. Le maître mot, ça doit être tout le temps désescalade. S'il y a un risque d'escalade, il faut vite courir, dire « Stop, attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ne rien laisser aller tout seul. Le sommet de Versailles n'a pas abouti à... Attendez, oui, excusez-moi, oui. Monsieur Mélenchon, lundi, le gouvernement lève la plupart des restrictions sanitaires alors que les contaminations repartent. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison ou il a tort? Je pense que s'il le fait, c'est que là aussi, il a des bonnes raisons de le croire. Moi, je n'ai aucun moyen de me rendre compte de la situation réelle. Quand on est un opposant et quand il n'y a plus de réunion des commissions de l'Assemblée nationale, nous sommes coupés de tout contact, si vous voulez. Nous devons passer un temps, et c'est déjà le cas, considérable à collecter des informations. Moi, tous les jours, il y a 2 personnes qui collectent des informations sur la guerre. Sur le point où on en est en Ukraine, qu'est-ce qui se passe, que disent les uns, que disent les autres, qu'est-ce qui s'est passé en Turquie
au dernier sommet qui a eu lieu, ça dévore un temps considérable. J'estime être à bon niveau d'information, mais ça n'égalera jamais ce que l'État lui-même est capable de faire. De même, j'ai rencontré le chef d'état-major de l'armée de terre. Bon, je rappelle aux Français qu'en ce moment, nous sommes en train d'évacuer au Mali. Donc, perdez pas de vue que nous avons là-bas encore 5000 personnes. Et qu'une opération, une manœuvre de cette nature est compliquée et dangereuse. Je veux dire, elle comporte des dangers. Donc nous autres Français, il ne faut pas croire qu'on est là tranquille à se dire advienne que pourra, on va voir la suite. Quant à la maladie, je ne sais pas vous dire plus que ce que je suis en train de vous dire. Je suppose que si le gouvernement décide de lever les mesures de protection, c'est qu'il estime qu'on est en face de quelque chose de maîtrisable dans les conditions ordinaires. Pourquoi je dis ça? Parce que je rappelle que le seul problème que nous avons rencontré pendant toute l'épidémie, c'était la capacité d'accueillir en réanimation, d'avoir assez de capacité d'accueil en réanimation pour recevoir les gens qui iraient mal. Mais on n'a pas eu idée qu'on allait empêcher le virus de circuler, parce que c'est impossible. En dehors même le vaccin n'y suffit pas. Donc je pense que le gouvernement doit avoir idée qu'il y a un temps de respiration qui est possible. Si jamais la contamination remonte et qu'augmente les cas de morbidité, sans doute qu'il faudra d'autres mesures. Mais s'il prend cette décision, je suppose que c'est parce qu'il pense que ce n'est pas le cas. Le sommet européen à Versailles n'a pas abouti à des mesures concrètes. Ça a fait quelques déçus. Est-ce que vous faites partie de ces déçus ou est-ce que justement non, parce que moi je sais depuis le début qu'ils sont incapables, pour des raisons, si vous voulez, qui ne doivent rien à la bonne ou à la mauvaise volonté. C'est structurel. L'Union européenne n'est pas en état d'avoir une politique étrangère et une stratégie de défense commune, parce que ce n'est possible que dans le cadre d'un État. Il n'y a pas d'État européen. Il n'y a pas de nation européenne, mais pas au sens, je veux dire, bien sûr que nous sommes européens tous, mais il n'y a pas une institution étatique européenne qui pourrait prendre en charge globalement la protection des frontières et des intérêts communs. Si vous voulez, nous Français, prenons cet exemple, c'est le plus simple pour bien comprendre de quoi il retourne. Nous avons une capacité de riposte nucléaire si nous sommes agressés. Mais nous n'avons jamais dit que cette riposte interviendrait dans le cas où la frontière de la Lettonie, de l'Estonie serait violée, ou bien celle même de la Pologne. Par conséquent, et c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que ça ne se présente pas comme ça. Il n'est pas possible d'imaginer qu'on soit à 2, à 3, à 4, avec les doigts sur la machine à déclencher la guerre. Donc on ne peut avoir de diplomatie et de défense que quand on a un État, une nation commune. Sinon, ce n'est pas possible. Et encore une fois, ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est une affaire de structure de la société internationale. N'interviennent que les nations. Alors les groupements de nations, mais pour avoir des accords de défense, vous savez comme moi, comme c'est compliqué. L'OTAN, par exemple, prévoit que si un membre est agressé, les autres répliquent. Bon, ça veut donc dire que j'espère que tous les Français ont bien compris que nous sommes concernés par ce qui se passera à la frontière de la Turquie avec l'Irak ou la Syrie, c'est-à-dire 2 nids de frelons. Personne n'imagine qu'on entrerait, nous, Français, dans une guerre nucléaire parce qu'il y aura un problème là-bas. Bon, la preuve, c'est que quand les Turcs ont bombardé les positions françaises en Syrie, personne n'a rien dit. Hein. Donc c'est pour vous dire, je ne suis pas surpris que ça n'ait pas marché. Ça ne peut pas marcher. Et sur l'embargo du gaz? Attendez, c'est pas tout. Parce que du coup, j'en viens au point suivant. Si la France doit d'abord chercher à être autonome, ensuite partager, mais remettre au partage son autonomie, c'est une erreur. Fabriquer des avions et des chars avec les Allemands est une erreur. De même que tous les programmes militaires de cette nature. Parce qu'à la fin, il n'y a qu'une seule personne qui décide. Ça ne peut pas être 50. Alors si c'est une personne au compte de la nation européenne, bien. Si c'est une personne au compte de la France, c'est autre chose. Voilà. Et sur l'embargo du gaz russe, est-ce que vous êtes favorable à l'embargo sur le gaz russe? Ce serait une aberration. Les seuls qui seraient frappés par ça, c'est nous. Pourquoi? L'embargo sur le gaz et le pétrole de Russie a un effet mécanique. C'est que ça fait monter, tout le monde peut comprendre ça, les cours du pétrole et du gaz partout dans le monde. Mais notamment aux États-Unis d'Amérique, donc ils n'ont pas du tout le même regard que nous, puisque eux, leur gaz de schiste, il est rentable à 60 $ le baril. Donc quand vous arrivez à 110, ça veut dire pour eux des milliards de gagnés. Tandis que nous, ça veut dire le contraire, le prix explose, les Français payent. Pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi ferions-nous ça? Pourquoi Total devrait-il se retirer de Russie? Mais ça finance la guerre et nous, ça financera quoi?
Et je trouve assez facile d'aller dire on peut grelotter à la maison, c'est mieux que de trembler devant les Russes. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais grelotté de leur vie qui disent ça. C'est pas sérieux de parler comme ça. Je pense que c'est une aberration. Et dire que ça finance la guerre, alors c'est vraiment se faire une idée de la manière avec laquelle les Russes financent leur armée, qui est, comment dire, c'est une idée mignonne, allez, on va dire ça comme ça. Si vous croyez que la Russie finance sa guerre avec ses ressources pétrolières, non. Qu'ils mettent leur pétrole dans leurs tanks, ça c'est sûr. Mais qu'ils le financent avec l'argent, non, ça c'est pas vrai. On sait que le climat c'est l'une des principales préoccupations des Français. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à l'imposer aujourd'hui dans le débat, notamment pour les politiques? Ben, demandez à vos confrères, monsieur. Non, pour vous aussi, vous avez du mal à l'imposer dans le débat. Mais à cause de vous. C'est parce que ça ne vous intéresse pas. Pas uniquement. Mais bien sûr que si. Vous savez comme moi comment marche la vie, sinon à quoi vous servez? La sphère médiatique et l'intermédiation entre le très grand nombre et puis les problèmes. Les pauvres Français, alors un jour on leur dit le problème c'est le pétrole russe, le lendemain c'est autre chose. Qui hiérarchise l'information? Je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais tous les matins il y a des gens qui hiérarchisent l'information, ça s'appelle la dépêche de l'AFP. Ensuite vous avez l'apparition du Parisien libéré qui donne le ton aux chaînes d'information en continu, et ensuite les chaînes d'information en continu bâtissent le sujet. Moi vous me parlez de quoi là? Du pétrole? Non, justement, c'est pour ça. Est-ce que vous allez encore en parler dans votre campagne? Est-ce que vous allez essayer d'imposer... Mais moi, j'ai la planification écologique au milieu. Alors, comme ils n'ont pas envie de parler des conséquences que ça aurait pour eux, hein, ils parlent d'autre chose. Parce que la planification écologique, ça veut dire qu'on arrête certaines productions, qu'on en commence d'autres, qu'il faut replier les centrales nucléaires. Donc, tout le lobby du nucléaire, qui a déjà sorti tout ce qu'il fallait pour convaincre les gens, ils n'ont pas envie qu'on parle de ça. Hein. Et le président de la République, lui, veut construire 14 EPR. Il ne sait même pas comment faire marcher un, il veut quand même en construire 14. Vous imaginez bien que des gens pareils n'ont pas envie de discuter. Et face aux indécis qu'il y a aujourd'hui, pourquoi vous et pas Jadot? Mais ils font comme ils veulent. Mais pour les convaincre. Mais moi je les convainc, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai mon programme, je le propose, vous le lisez, vous convient, vous prenez, si vous ne convient pas, prenez-en un autre. Ça s'appelle la démocratie, c'est quand même incroyable dans ce pays. La démocratie et le commerce des savonnettes, c'est deux logiques différentes. Le commerce des savonnettes, on cherche à prendre des parts de marché. La démocratie, on essaye de convaincre. Moi, je ne veux pas brutaliser les gens. Je ne suis pas Madame Hidalgo pour expliquer que tous les autres sont des agents de l'ennemi. Non, je dis voilà, il y a ça, vous en voulez, on le fera, vous en voulez pas, bah, on remballe. Voilà. Vous avez beaucoup parlé d'espace dans votre programme et là, les Russes menacent l'ISS d'arrêter de fonctionner avec cette guerre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bah, c'est terrifiant. Parce que si vous voulez, l'ISS, bon, c'est pas génial, mais au moins ça marche. Et c'est, si vous voulez, un symbole de la première génération de l'idée qu'on se faisait de l'espace. L'espace était un lieu de paix et de coopération de l'humanité. Rendez-vous compte qu'on faisait ça avec des soviétiques, déjà à l'époque. Nous, Français, on a dans le programme d'Ariane, notre agence spatiale, il y a dedans, on offre des fusées Ariane 5, des fusées Vega italiennes et des fusées Soyouz. Et normalement, en plus, ironie de l'affaire, si j'ose dire, le tir de Soyouz qui devait avoir lieu là, c'était un satellite militaire français. Bon, maintenant tout est retardé d'un an, on a l'air malin, mais bon, pour moi c'est vraiment une blessure majeure. J'espère que les Russes ne feront pas ça. Parce que la première station qu'ils avaient fait, les premiers trucs, ça s'appelait Mir, ça s'appelait la paix, d'accord? Donc voir des Russes saboter l'espace, ça me retourne le cœur, parce que c'était pas eux, ils n'étaient pas comme ça. Ils ne travaillaient pas comme ça. Pour eux, l'espace c'était la paix. Alors si M. Poutine a décidé que ça change, je trouve ça misérable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Parce que quel est leur rôle avec la station? C'est de la maintenir en orbite. S'ils ne font pas ce travail, elle va se désorbiter. Donc il faut sortir de ce truc qui va tomber sur Terre. C'est ça le but de l'opération? Je trouve ça, vous voyez, c'est un signal super négatif de notre époque. Ça veut dire qu'il n'y a plus un lieu qui est en paix. Il n'y a plus une convention qu'on respecte. Alors s'ils laissent l'ISS tomber, ça veut dire quoi? Qu'ils vont militariser aussi l'espace? Nous, les Français, on ne peut pas accepter un truc pareil. Les premiers qui paieront, c'est nous. Hein. Et puis même si ce n'était pas nous. Non, vraiment, je trouve ça révoltant. Pour tous ceux qui ont connu, vous êtes trop jeunes, mais les débuts de la conquête spatiale, il y avait idée qu'il y avait, enfin, on était un peuple humain. Vous voyez, tout le monde, quelle que soit sa nationalité, sa religion et le reste, on regardait, enfin pour ceux qui admiraient, c'était mon cas, hein. Et puis on regardait ça, waouh, ça y est, on va à l'univers immense, il y a de la place pour tout le monde. Et là, on va être comme des pauvres petits bêtes enragées qui se jettent les uns sur les autres, au lieu de maintenir ce qu'il y a de plus beau dans l'esprit humain, une station spatiale. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus avancé. Ok, allez, c'est bon maintenant. Allez voir les jeunes gens qui font la...
Ici, non, on va pas s'arrêter là. Ils sont plusieurs. Ah, voilà. On va pas se mettre. Alors, je sais pas où on va. Est-ce qu'il y a Il y a David qui est là. David, on va où? David, arrêtez. Ils sont autour de toi. Oui, d'accord. D'accord, très bien. On a déjà fait plusieurs, hein, mais... Alors... On peut peut-être se mettre avec la place en fond, hein. C'est peut-être mieux. C'était bien là, madame. Voilà. Romain, tu veux ma place? Je vous fais tourner quand même. Je vous fais tourner la tête. Voilà. Alors, je vous écoute. Madame Hidalgo, l'environnement, c'est pas le grand thème oublié de cette campagne? Ah, c'est un des grands thèmes dont on n'entend pas parler. Ça fait 6 mois que, pardon, on nous explique que les seuls sujets en France seraient des sujets d'immigration, de sécurité. Ce sont des vrais sujets, il faut les traiter. Mais évidemment que la question de l'environnement est une question majeure. Parce qu'elle a des conséquences, elle a des conséquences en matière d'emploi, d'économie et bien sûr des conséquences sociales. Donc oui, il faut en parler. En plus, on est dans cette crise écologique qui est aggravée. On le voit par la guerre en Ukraine. Je prône la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Je prône la sortie justement et l'embargo du gaz russe. Ça veut dire qu'il nous faut prendre des mesures beaucoup plus rapide que ce qui a été fait jusqu'à présent pour aller vers les énergies renouvelables, sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Nous sommes gouvernés depuis 5 ans par un président qui a tourné le dos à la question du climat, qui a considéré que ce n'était pas un sujet, qui d'ailleurs a été condamné dans son propre pays par une des plus hautes juridictions, le Conseil d'État, pour son inaction climatique. Et ce même président du pays qui a vu naître l'accord de Paris. Donc il faut sortir de cela. On a depuis 5 ans un président qui tourne le dos à la jeunesse, aux générations futures, à la question majeure pour ces générations futures, qui est la question climatique. Et par ailleurs, on le sait, ces questions-là ont des conséquences. Les premiers à payer le prix de cette transition écologique non maîtrisée, ce sont justement les classes moyennes et les catégories populaires. Je prône là aussi, depuis des mois, qu'il y ait des mesures, notamment sur la question du prix de l'essence, que l'on puisse baisser le taux de la TVA à 5,5 pour permettre à nos concitoyens de pouvoir continuer à avoir la mobilité qu'ils doivent avoir. Et puis je prône aussi le blocage des prix de l'énergie pour éviter cette flambée des prix qui est ce qu'on est en train d'observer et qui a un impact majeur sur la vie, notamment des classes moyennes et des catégories populaires. Donc il est temps de changer, il est temps de prendre conscience qu'il nous faut aller résolument vers ces énergies renouvelables, qu'il nous faut vraiment de façon très méthodique, très programmée, changer notre économie. Ce que je propose, une planification écologique. Et puis comme le dit souvent Jean Jouzel, j'ai l'honneur d'avoir le soutien de Jean Jouzel dans cette campagne. Comme il le dit souvent, il faut qu'il y ait des mesures sociales pour accompagner le changement climatique parce que nous ne pouvons pas opposer fin du monde et fin du mois. Donc je propose des mesures, par exemple pour pouvoir acquérir des véhicules électriques. Je propose des mesures pour aider nos concitoyens à rénover leur logement, ce que ne fait absolument pas le gouvernement actuel. Donc il est temps de tourner la page d'Emmanuel Macron et de prendre quelqu'un de volontariste qui, en plus, a une expérience. Je crois que personne ici ne peut contester le bilan qui est le mien et celui de mon équipe à Paris. Savoir faire changer les choses comme on a réussi à le faire à Paris à cette échelle-là, ça veut dire qu'on est quand même déterminé et en capacité aussi de faire bouger les choses dans le pays. Beaucoup de jeunes se mobilisent, c'est une bonne chose pour vous? Bien sûr, c'est très très important que les jeunes se mobilisent parce que, vous savez, on pourra dire ce qu'on veut, mais si on ne leur laisse pas une planète vivable, alors ça ne sert à rien. Et moi, je pense d'ailleurs que la question de l'avenir de notre jeunesse, c'est une question consensuelle, c'est une question autour de laquelle tous les Français pourraient se retrouver.
Et dans cette question, il y a des sujets d'éducation, mais il y a aussi bien sûr la question du climat. Oui, nous devons nous mobiliser pour les générations futures. Oui, nous devons nous mobiliser pour ne pas leur laisser cette dette climatique qui fait qu'ils ne pourront pas imaginer leur avenir. Et la jeunesse, vous le savez, aujourd'hui, elle est très en difficulté. On le sait, les questions à la fois d'anxiété, de santé mentale sont très présentes parce que notre jeunesse aujourd'hui a du mal à se projeter avec toutes ces crises et notamment cette crise climatique. Moi je suis le candidat écologie, je suis le candidat qui met le climat et la biodiversité au cœur de toutes nos politiques publiques et qui en fait, par notre cohérence, par la crédibilité de notre projet, qui en fait le vrai levier de justice sociale, de pouvoir d'achat et d'emploi dans notre société. Est-ce que, Yannick Jadot, la guerre en Ukraine n'écrase pas tout débat dans cette présidentielle? Ce qui se passe est horrible. Je veux dire, les crimes de guerre perpétrés par Poutine sont absolument abominables. Donc forcément, cette actualité, elle est oppressante, elle est inquiétante. Et raison de plus, j'allais dire, parce que le projet écologiste, c'est justement le projet qui nous évite ces dépendances à Poutine et au gaz. Dépendre du soleil, du vent, de l'eau, de la biomasse plutôt que de Poutine, de l'uranium et des pétromonarchies du Golfe, c'est ça qui nous sort. Vous savez, les écologistes, en fait, anticipent ces crises depuis longtemps. Et aujourd'hui, on a les solutions pour les éviter. Donc les Françaises et les Français, j'espère, dans cette campagne, ne vont pas simplement nous donner raison sur nos alertes, sur nos diagnostics, mais vont nous donner raison sur les solutions. Parce qu'on est le projet qui évite les crises de santé, les crises du dérèglement climatique, les crises démocratiques liées à nos complaisances que trop de candidats ont eues ces dernières années. Elle va ressembler à quoi la campagne dans ces prochaines semaines? Est-ce que vous aurez justement le temps d'imposer à tous ces sujets-là qu'on n'a pas encore évoqués? Vous savez, les Françaises et les Français savent qu'en 2022, ils vont avoir à faire un choix de société qui est même un choix de civilisation. Est-ce que c'est le statu quo de Macron? On sait que le statu quo, c'est le chaos. Est-ce que c'est la barbarie de l'extrême droite ou c'est le projet enthousiasmant qui résout les problèmes, qui répond aux difficultés des Françaises et aux Français et qui écrit une belle nouvelle page de l'histoire de France? Est-ce que le parti écologiste est aujourd'hui le seul à avoir le monopole du sujet de l'écologie? Tout le monde parle d'écologie. Ça fait beaucoup d'années que tout le monde parle d'écologie. La vraie différence, c'est que les écologistes agissent. C'est la vraie différence. Vous le voyez quand on est élu, vous le voyez quand on est dans les municipalités. Tout le monde parlait d'écologie, mais quand les écologistes gouvernent, ils agissent, ils tiennent leurs promesses et ils font face, même face au lobby, ce qui est rarement le cas des autres formations politiques qui prétendent s'occuper d'écologie. Lundi, le gouvernement lève la plupart des restrictions sanitaires alors que les contaminations repartent à la hausse. Ça vous inquiète ou vous comprenez parce qu'on est en campagne et qu'il faut que ça se fasse, cette campagne électorale? Écoutez, vous savez que le président de la République, pendant toute cette pandémie, a décidé de confisquer la démocratie, y compris la démocratie sanitaire. Donc moi, je n'ai pas les éléments qui conduisent le président de la République à lever les contraintes sanitaires. Mais il serait absolument dramatique, scandaleux, indécent que ce soit l'agenda électoral qui dicte l'organisation sanitaire de notre pays face à la pandémie. Un mot sur l'Ukraine. Vladimir Poutine est le président de la République, l'échange encore. Le sommet à Versailles s'est terminé, la pression sur la capitale continue d'augmenter. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ce conflit? Est-ce que l'embargo du gaz est une solution? J'ai proposé de faire un embargo sur le gaz et le pétrole parce qu'il faut sortir de ces crimes de guerre abominables qui vont percuter toute l'Europe. Parce que le gaz et le pétrole russe, c'est 700 millions de dollars qui rentrent dans les caisses de Poutine pour alimenter sa guerre. Donc il faut couper l'alimentation de la guerre par le gaz et le pétrole. Et la France est un grand pays. L'Europe, c'est un continent extraordinaire. On peut mettre le paquet pour changer les chaudières. On peut mettre le paquet pour installer des énergies renouvelables. Ça sera un formidable projet de paix. Ce sera un formidable projet pour le climat. Ce sera un formidable projet pour le pouvoir d'achat et les entreprises dans notre pays. Donc moi, j'ai envie justement de mobiliser la société. Finalement, ce serait le quoi qu'il en coûte climatique, le quoi qu'il en coûte pour notre indépendance énergétique. Est-ce que vous estimez que le courant à gauche utilise le sujet de l'écologie pour exister dans cet espace politique?
Écoutez, vous savez, nous on a toujours été pour le logiciel libre. Donc qu'on vienne prendre nos mesures n'a jamais été un problème. On aimerait que tout le monde soit convaincu. La seule réalité que je connaisse, c'est que quand il n'y a pas d'écologistes, il n'y a pas d'écologie concrète. Il n'y a pas de politique publique à la hauteur des enjeux. Et là, le défi est tel qu'il va falloir des écologistes, mais ces écologistes, vous savez, qui depuis longtemps combattent, n'ont jamais cédé au lobby et ont une telle conviction pour la santé, pour le climat, pour la biodiversité et la justice sociale que nous ferons cette transition dans les meilleures conditions sans jamais laisser personne au bord de la route. Merci. Permettre de déterminer, il est évident que l'histoire de Vladimir Poutine dans les pays où il a mené la guerre, c'est des histoires de crimes de guerre, c'est des histoires de destruction massive, c'est des histoires de villes rasées, c'est des histoires de populations entières assassinées. D'où il faut être. On sait aujourd'hui que Poutine fait des crimes de guerre, il devra rendre des comptes devant la Cour pénale internationale. Mais aujourd'hui, il faut faire l'embargo sur le gaz et le pétrole pour arrêter de financer la guerre en Ukraine. Merci. Non. Quand la dernière semaine, c'est 1,6 l'environnement et le climat dans le débat politique. Et ben, vous voyez que ça n'est pas assez. Mais c'est une responsabilité collective. Mais il est évident que plutôt que de nous parler en permanence d'immigration, de boucs émissaires, de choses qui ne relèvent pas des préoccupations premières des Françaises et des Français, on perd l'essentiel. Et bien nous, on est là pour remettre l'essentiel au cœur du débat politique. C'est la santé, c'est le climat, c'est la biodiversité et c'est la justice sociale. Alors très clairement aujourd'hui, dans la situation, ce serait d'installer des panneaux solaires sur tous les toits, des parkings, des grandes surfaces, des écoles, sur tous les toits plats. On installe des panneaux solaires construits en France et en Europe et on fournit une électricité pas chère à nos concitoyens et on s'affranchit de notre dépendance au gaz russe. On les a, là, les panneaux solaires français et européens? Eh ben, on se mobilise pour les produire. On a des entreprises qui n'attendent qu'une chose souvent, c'est qu'on les privilégie, y compris dans les marchés publics, plutôt que d'acheter des panneaux solaires en Chine. On a l'impression aujourd'hui qu'on parle beaucoup de relocalisation, même si dans les faits c'est encore très faible. Mais aujourd'hui on a l'impression qu'on oppose un peu relocalisation et les politiques sur le climat justement. Comment vous pouvez justement mettre en avant par rapport à ça, relocaliser, c'est aussi normalement pouvoir une industrie qui soit... Mais les écologistes ont toujours été pour la relocalisation, y compris de l'industrie. Je parle en général, ce qu'on entend. Ouais. Les écologistes ont un grand plan de réindustrialisation parce que nous, on n'a jamais souhaité qu'on délocalise nos industries, y compris pour qu'elles polluent dans le reste du monde. Vous savez que la moitié de l'empreinte écologique des Français, elle est importée. Donc moi je veux des industries et c'est un incroyable levier d'innovation. On a aujourd'hui des industries qui inventent l'acier zéro carbone, le béton zéro carbone et donc il faut avoir la batterie électrique totalement recyclable. Donc c'est des chercheurs, c'est des emplois, c'est des industries, des entreprises sur tous nos territoires. C'est ça l'écologie. C'est plus d'économie, plus de justice sociale et plus de pouvoir d'achat. Merci. Sujet à d'autres, c'est possible de lutter contre le prix de l'énergie avec un programme écologiste? Mais c'est le programme écologiste qui libérera les Françaises et les Français souvent du piège des prix de l'énergie. J'ai une proposition qui vise à mettre en place le forfait mobilité durable dans les entreprises. Ça veut dire que les Français qui passeraient en covoiturage, jusqu'à 1 000 € de carburant économisé par an. 1 000 € de carburant économisé par an. Voilà une vraie mesure de pouvoir d'achat qui en même temps réduit la pollution de l'air, protège le climat. L'écologie aujourd'hui c'est la meilleure alliée du pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron n'a pas tenu ses promesses et qu'il a même
s'est rétracté dans ses ambitions écologiques. C'est la justice qui l'a dit. Emmanuel Macron a été condamné 2 fois par la justice française pour inaction climatique. C'est une faute extrêmement lourde de la part d'Emmanuel Macron et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas avoir 50 plus d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, tout ce qu'il a promis sur le glyphosate, sur les néonicotinoïdes, sur le climat, il n'a rien fait, nous le ferons. Ça va, madame? On va dire, t'es bien coupé, toi. Romain, je vais le faire. Comme une énergie verte. Donc, à nous, dans cette campagne, d'arriver aux énergies fossiles, avec toutes les complaisances politiques que ça a généré. Ça coûte trop lent. Ah ouais, mais là, tu mets ta main dessus. Attends, vas-y. Normalement, le contexte avec les élèves qui manifestent ici ne peut pas être favorable à la cause climatique. Pourquoi vous êtes toujours à 5%? Mais attendez, vous savez, on nous a fait la même chose pour les élections européennes. Et le jour de l'élection, on a été le premier vote jeune. Donc laissez les jeunes s'emparer de cette élection et vous verrez qu'ils sauront reconnaître ceux qui luttent pour le climat, qui luttent contre les violences faites aux femmes, contre le racisme, contre la souffrance animale, pour la justice sociale. Ils sauront reconnaître le 10 avril qui porte leur couleur. Et donc vous attendez 13,5%? L'objectif c'est d'être au second tour. Monsieur Jadot, il y a beaucoup de jeunes dans ces manifestations aujourd'hui. Est-ce que c'est un motif d'espoir? Bien sûr, les jeunes sont engagés depuis des années et des années. Ils ont conscience des périls. Ça génère même souvent une angoisse très lourde pour les jeunes. À la fois l'idée de ne pas pouvoir se projeter dans un monde bienveillant, dans un monde où ils pourront vivre librement, en sécurité. Donc, et en même temps, ils sont porteurs de créativité, de diversité, d'énergie. Donc, ils nous disent le problème et ils sont une partie de la solution. Mais à nous de faire le job aujourd'hui, de ne pas trahir nos promesses. Et les écologistes ne trahissent jamais leurs promesses, notamment vis-à-vis du climat et de la jeunesse. C'est difficile parce qu'on a l'impression d'être les seuls à en parler. Il n'y a que les écologistes, y compris dans cette guerre, pour dire à quel point il faut s'affranchir des énergies fossiles et de toutes les complaisances qu'on a eues. L'extrême droite, Macron et d'autres ont été complaisants avec Poutine, ont promu notre dépendance au gaz et aux énergies fossiles. Donc il n'y a que les écologistes pour sortir de ces dépendances et pour porter un projet de paix et de protection du climat. Il y a une opportunité J'ai pas entendu, madame, excusez-moi. C'est très bien. Bien sûr, regardez sur notre volume d'investissement, on s'est beaucoup inspiré du Shift Project, mais aujourd'hui, au regard de ce qui se passe et de l'urgence de s'affranchir du gaz, notamment du pétrole, il va falloir accélérer encore les transitions, mettre encore plus vite, aller encore plus vite. Est-ce qu'il y a dans la dernière ligne droite une bataille entre Yannick Jadot sur le sujet de l'écologie? Non. Non, moi je porte l'écologie. Ma bataille, elle est contre Emmanuel Macron et l'inaction climatique. Elle est contre l'extrême droite et le projet de barbarie qu'il porte. Donc c'est là que sont mes adversaires. Réinventer, on veut voir plus baisser les yeux, on veut plus regarder nos pieds, on veut tenir tête à ceux qui ne veulent pas se réinventer. On n'est pas con. Quinquennat, Macron, on n'est pas con. Au quinquennat, vaut pas un mot. On meurt parfois juste parce qu'on l'a ouvert. Tu fais des blagues.
actions à venir. J'appelle Gabriel des Amis de la Terre au micro. L'air est plein à craquer. Est-ce que vous sentez l'énergie qu'il y a aujourd'hui? Qui concerne notre quotidien, notre vie réelle, pas quelque chose d'absolu. On sera toujours ici. Ensemble, nous sommes une force immense. À moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, moins de 3% des débats autour de la présidentielle concernaient les questions climatiques ces dernières semaines. Avec la guerre en Ukraine, cette semaine, c'était 1,5%. C'est absolument inacceptable. C'est inacceptable car le GIEC nous a alerté encore récemment qu'un monde à 3 degrés, c'est un monde d'inégalité aggravée, c'est un monde d'insécurité aggravée, c'est un monde en guerre. Un monde où les plus privilégiés sont les seuls à pouvoir se prémunir et se protéger des effets du changement climatique et de la crise environnementale. C'est inacceptable car la France a été condamnée 2 fois pour inaction climatique. Les juges ont donné raison aux 2,3 millions de signataires qui ont déposé avec les associations Notre Affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la Fondation pour la Nature et l'Homme, l'affaire du siècle. Les juges vous ont donné raison. Et le prochain président ou la prochaine présidente devra prendre des mesures exceptionnelles pour qu'on respecte l'accord de Paris et que la France fasse sa part juste dans la transition climatique. Ok, il va falloir monter cette bonne vieille sono. C'est quoi le message de cette manif aujourd'hui? Pourquoi vous manifestez? Le message aujourd'hui, c'est qu'on est face à une urgence climatique, une urgence sociale, et que les médias n'en ont rien à faire, les gouvernements n'en ont rien à faire, les candidats n'en ont rien à faire. Et du coup, nous, on est là pour faire du bruit et pour leur rappeler que si jamais ils n'ont pas l'urgence dans leur agenda, nous, on va les forcer dans leur agenda. Avec la présidentielle, c'est un enjeu décisif là qui arrive. Ouais, c'est un enjeu complètement décisif. On est à un moment clé, on est à un moment historique. On ne peut pas se permettre d'attendre 5 ans de plus. Et nous, on va vraiment être là pour mettre la pression au maximum sur les candidats. Et on va surtout appeler les gens à voter, à se mobiliser. Et pas seulement dans les urnes, en général, à rejoindre des collectifs. Et en fait, à faire émerger nos luttes. Et à faire en sorte qu'on vive sur une planète vivable. Qu'est-ce que vous leur demandez aux candidats? Comment vous allez faire pression? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent eux? Alors il y en a, on leur demande rien, on a bien compris qu'ils étaient dangereux et que de toute façon ils étaient perdus et qu'ils allaient faire simplement agiter des peurs en face des yeux des Français, de nous. Mais ce qu'on demande à ceux qui sont encore le temps, c'est de nous convaincre, c'est de nous expliquer pourquoi on devrait voter pour eux, c'est de nous expliquer ce qu'ils vont faire pour le vivant, c'est de nous expliquer ce qu'ils vont faire pour les fins de mois. Et c'est d'avoir un programme décent en fait, d'avoir un programme qui concerne nos vies. Aujourd'hui il y avait Jadot, Mélenchon, Hidalgo qui étaient dans la manif, c'est une bonne chose selon vous? En fait, nous, on est des organisations apartisanes. On est content que les candidats se saisissent de ces enjeux et qu'ils soient là, mais il faut que les actes derrière ils soient alignés. Et du coup, on les attend au tournant. La question un peu classique, mais c'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard et ce sera jamais trop tard. On peut tourner ça d'une façon négative en disant que ce sera jamais trop tard pour que ce soit pire. Mais en fait, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'à chaque moment, en fait, on peut encore agir pour sauver des choses, pour construire des meilleures façons de vivre ensemble. Et en fait, on a plein de solutions. Les scientifiques du climat, ils le disent, il reste plein d'options, on a de la marge de manœuvre. Il faut juste de la volonté politique. Et tu sais déjà, on l'a fait tout à l'heure. Ok, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ok. Tout le monde. Tout le monde. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils réclament? La terre comme une gosse dans ta phrase, j'ai ailleurs. Comme une gosse dans ta phrase, j'ai sérieux. Tous ces gens réunis, c'est tragique. Ceux qui planent finiront par se craser. C'est pas juste la forêt qui les rase. C'est notre maison qui les rase. On n'est pas des héros, pas des camps. Si on n'est pas des violents, mais on peut faire mal. On peut faire mal, on n'est pas des violents.